France 24 et La Première présente. Bonjour, bienvenue dans Outre-mer, l'hebdo consacré à l'actualité, aux défis et aux richesses de ces territoires. Cette semaine, nous irons à la rencontre d'un planteur de canne réunionnais. Il jette l'éponge. Illustration des difficultés du secteur. À tout de suite. Encore une année difficile pour les planteurs de canne à La Réunion. Comme l'année dernière, la campagne sucrière s'annonce morose avec de faibles tonnages. Un plan de relance de 9,2 millions a pourtant été présenté au mois d'octobre. Dans le désespoir, un agriculteur bien connu de l'île a décidé de tout arrêter. Pierre Lacombe. Le geste est précis, presque mécanique, mais l'enthousiasme n'y est plus. Aujourd'hui, honnêtement, il sent la haine. La haine. Quand il voit tout le travail moi, qu'il fait, hein. Comment me les payer, moi, être dégoûté de mon travail. Moi, fatigué de tout ça. Dominique Klein possède 17 hectares de canne. Cette année, il a produit 200 tonnes avec une richesse en sucre de moins de 8% et c'est loin d'être suffisant pour atteindre le seuil de rentabilité fixé à près de 14%. Pour ce producteur, le problème, c'est la machine. Ben là, la machine, par rapport au diao, c'est ça, il fait défaut. Là, le peu de petits boisons, les pailles pourries, regarde des morceaux de canne pourris. Et puis attends, c'est le bout de de la canne. Hein. Et là, là-dedans, il n'y a pas de sucre. C'est ça. Ça. Là, c'est seulement un petit peu de paille pourrie là, que pénalise à nous. Revenir à la coupe à la main n'est pas envisageable. La main-d'œuvre est rare et les coûts sont trop élevés. Pour Dominique, la solution est ailleurs. Ben, la solution serait que nous avons toujours bataille pour un prix fixe à 35 €. Mais il pense demain matin, si nous arrivons à mettre ce prix fixe en place, la filière canne ira grimper d'un bon. Au bout d'une année, 2 années, nous verrons la filière canne atteindre ces 2 millions de tonnes de canne. Fatigué et démoralisé, ce planteur réunionnais a pris sa décision, il va tout arrêter. À moins que son appel à l'aide trouve un écho auprès de l'État et des industriels, d'autant que Dominique Klein l'affirme, il n'est pas le seul dans cette situation. Cette onde de choc en Nouvelle-Calédonie, le mausolée du grand chef kanak Ataï et de son sorcier a été profané à la fois. Inauguré en 2021, ce site mémoriel était un symbole de réconciliation. Figure anticoloniale du 19e siècle, le grand chef Ataï avait été décapité au cours de la révolte kanak de 1878. Sa tête avait été expédiée dans l'Hexagone, puis restituée en 2014 à la Nouvelle-Calédonie. Une plaque rendant hommage à 32 colons tués durant cette insurrection kanak a également été brisée. Et dans le nord de la ville de Nouméa, très touchée par les émeutes et la pénurie, des jeunes ont créé une association solidaire. Elle distribue des produits alimentaires aux plus démunis. Chez Mariaï et Christian Favenec. On a récupéré 20 cartons de kiwi avec la banque alimentaire, puis on a décidé de faire des compotes et aussi des, comment on appelle ça, des pots de confiture de kiwi. Du fait maison, mais aussi des conserves, des produits secs, de l'eau. Toutes ces denrées ont été données gratuitement par des particuliers, des entreprises et des institutions aux familles les plus fragiles. Pas de dock pour stocker la marchandise, mais quelques étagères. Toute la logistique est gérée dans cette maison de Logicop. Un suivi constant et minutieux des stocks et une attention toute particulière sur chaque poche distribuée, des psaumes accrochés. On s'est rendu compte qu'en faisant les poches alimentaires, c'était pas seulement un apport nutritif, ils avaient aussi besoin de s'exprimer, ils avaient besoin de parler. Donc finalement, ça a beaucoup marché sur les gens. Ils ont vraiment aimé cette petite touche de solidarité en plus, là. Le coffre chargé de denrées, direction le quartier de Caméré. La majorité de la population de la presqu'île, ils se déplacent en bus. Donc les bus, ils reprennent normalement au mois de septembre. Ils n'ont plus accès à Internet, à la cyberbase, comme ce sont des bâtiments qui ont brûlé. Et on voulait apporter notre aide justement par rapport à ça. Ces bénévoles sillonnent la presqu'île de Ducos depuis le 15 mai. Ils se sont fait connaître sur les réseaux sociaux et grâce au bouche à oreille. Pour tout ce qui est riz et pâtes, tout ça, il faut vraiment faire des kilomètres maintenant parce qu'on n'a plus de magasin à proximité. Mais si tu as de la famille qui reste en pouce, c'est bien parce que tu as des magnots, quignam et tout ça. Mais si tu restes ici, c'est cher. Donc là, pour le coup, avoir des dents, tout ça,
En plus, c'est bien, c'est des jeunes, ça montre que voilà, nous aussi, on peut faire de bonnes choses. Depuis le début de la crise, plus de 600 familles ont bénéficié de l'aide alimentaire organisée par l'association Solidarité Presqu'île de Ducos. Et voilà. Comme les Harkis ont été contraints à l'exil forcé, les premiers Hmong de Guyane sont arrivés du Laos il y a 40 ans et ont édifié la ville de Cacao, supplétif de l'armée française durant la guerre d'Indochine. Ils ont fui le pouvoir communiste. 16 d'entre eux viennent d'obtenir la naturalisation française. Elle leur était refusée car ils ne maîtrisent pas suffisamment la langue française. C'est notre dossier, signé Laurent Marot et Franck Fernandez. Cela faisait des années, des décennies pour certains qu'ils attendaient ça, devenir français. À partir de 1977, un millier de Hmong se réfugient en Guyane pour fuir la répression au Laos, payant leur soutien aux Français puis aux Américains durant les guerres d'Indochine. Pour eux, pas de retour possible. Je ne peux pas retourner chez nous au Laos. C'est à cause de la politique là-bas. C'est ça que mes parents, quand la guerre de Hiroshima, la deuxième guerre, mon père aussi était mort de la guerre, ancien combattant. Je suis content de devenir français. Je suis arrivé en 1980 et depuis, je suis agriculteur à Mana. Avant, j'étais un étranger, maintenant je suis français. Dans mon pays natal, on a tout perdu et donc je ne retournerai pas là-bas. Jusqu'à présent, la plupart de ces réfugiés Hmong ne pouvaient pas être naturalisés car ils ne maîtrisent pas le français. Ces personnes sont arrivées trop âgées en Guyane pour fréquenter l'école. Sous la pression d'élus et d'associations, l'État a mis en œuvre des dispositions dérogatoires. Leurs enfants sont tous français, ils contribuent au dynamisme de la Guyane, à sa richesse culturelle. Et donc on a obtenu du ministère de l'Intérieur l'autorisation de pouvoir naturaliser ces personnes qui le méritent, de devenir nos compatriotes. Ma deuxième demande a été rejetée car je ne parlais pas bien français. Mais la troisième fois, ça a marché. Merci à tous. Grâce à cet assouplissement de la loi, 16 Hmong de Mana, Irakubo, Roura et Regina ont été naturalisés. Dans leur cœur, ils disent « je suis français, je suis française ». Depuis que je suis arrivée ici, je suis française. Je me reconnais comme ça parce que la France nous a donné refuge. Et aujourd'hui, vraiment, ils ont un document qui prouve qu'ils sont français. Selon cette adjointe au maire de Mana, un peu plus d'une centaine de demandes de naturalisation sont encore en attente dans la communauté Hmong de Guyane. Ils y ont goûté et cela leur a plu. Les valeurs de solidarité transmises à des jeunes du lycée hôtelier de Tahiti. Ils ont préparé un dîner solidaire à des familles en situation fragile. Les adolescents ont découvert comment donner un peu de soi apportait du bonheur à l'autre et de la gratitude. C'est la bonne idée d'outre-mer, signée Heyari Tayata et Melissa Chong. Au menu ce soir, des brochettes d'agneau accompagnées d'un parmentier de bœuf, d'une crème de lentilles et de chips de ourou. C'est la première fois que ces lycéens préparent ce genre de plat et l'idée de le faire pour des personnes en difficulté rend l'expérience encore plus gratifiante. J'ai préparé ça, c'était avec amour. Du coup, je ressens de la fierté, mais c'est l'avis du haut-commissaire et des autres, ça c'est pas très tentant, quoi. Je sais pas si ça a une pression, c'est comme si c'était fort dans la poitrine. Au début, je voulais vraiment pas venir là parce que c'est sur le volontariat. Mais petit à petit, là on est presque à la fin du séjour. Là j'aime bien vraiment. Ces lycéens sont encadrés par des professeurs de cuisine. Eux aussi font du volontariat pour cette action solidaire. Nous, en tant qu'adultes, on se doit de leur rappeler des actions solidaires si on peut. Quand on y pense, quand on le sent, on le ressent. Voilà, c'est OK, on peut vivre pour soi, mais aussi s'ouvrir aux autres et regarder les autres. Dehors, les invités sont déjà là. Des familles en difficulté placées dans des centres d'accompagnement. Les jeunes se donnent à cœur joie pour les servir. Ce soir, c'est un sourire et un repas qui vont droit au cœur. Franchement, merci du fond du cœur, merci beaucoup. C'est touchant. Moi, j'avais les larmes aux yeux. Franchement, merci beaucoup à eux. C'est très bon. Et c'est la première fois aussi que je mange ce genre de plat. Et ici aussi. Un petit mot pour les jeunes qui ont préparé.
félicitations à eux, hein, c'est pas aussi un petit travail. Hein. C'est la 3e année consécutive que ce repas solidaire du service national universel est organisé au Finnois. Près de 70 couverts ont été distribués lors de cette soirée. La communauté tamoule de la Réunion était rassemblée à Saint-Paul pour la plus grande marche sur le feu de l'île. Près de 200 pénitents ont accompli leur marche sur les braises devant une foule de près de 3000 personnes. Découverte, Jaël Galichet et Laura Chintou. C'est un moment hors du temps qui convoque tous les sens. Un festival de sons, de couleurs et d'odeurs. Mais pour les marcheurs, l'épreuve du feu, c'est avant tout un rendez-vous avec leur spiritualité. Un état second où on recherche vraiment cet amour. Moi, en tout cas, c'est ce que je recherche. L'amour du divin et ce qu'on peut traduire par là. Ils étaient quelques 200 pénitents à marcher sur le feu au temple de Saint-Paul. Une cérémonie d'une grande ampleur qui a rassemblé plusieurs milliers de personnes. Une foule couleur ocre, gonflée notamment par les accompagnants des marcheurs. Je suis venue voir mon cousin qui marche sur le feu. C'est important parce que c'est quelqu'un qui m'a toujours soutenue dans ce que je faisais moi au niveau de la religion. Donc c'est normal que je suis là pour lui. La déesse Marliémène, la divinité à l'honneur pour cette cérémonie. C'est la déesse de la pluie, de l'abondance qui élimine la maladie épidémique, etc. Pendant le Covid, on s'est réfugié à elle. Et c'est en ce sens qu'on veut remercier. Chacun à sa façon, celui qui marche, celui qui est pénitent, celui qui porte le lait, celui qui porte le feu sur la tête, celui qui porte la corne fleurie caragum. Chacun à sa façon pourra s'exprimer. On est attiré par le feu. Vous allez voir, ces gens sont attirés par le feu. C'est quelque chose de magique. On ne peut pas expliquer, on ne peut pas démystifier non plus. C'est l'un des plus importants rassemblements religieux de l'année pour la communauté tamoule réunionnaise. Un moment de communion et de partage de plus pour célébrer la diversité culturelle de notre île. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis sur France 24. Vous pouvez revoir cette émission sur france24.com, lapremière.fr et les réseaux sociaux. L'information continue sur France 24. En 1896, Pierre de Coubertin a créé la version moderne des Jeux Olympiques, mais à l'époque exclusivement réservée aux hommes. Cette année, en 2024, à Paris, pour la première fois, il y aura un nombre égal d'athlètes femmes et hommes qui vont participer aux épreuves. Alors, est-ce que ces Jeux de Paris méritent vraiment la médaille d'or de la parité? C'est ce que nous allons voir. Actuel, présenté par Laure Manin, à voir sur France 24 et france24.com.